dans Agora, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir du 26 au 27 février 2014 les sommets du COMESA, entendez, le marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Et pour aborder ces sujets, nous avons sur ce plateau deux invités. Premièrement, nous recevons pour vous Maître Guillaume Mandjolo. Bonsoir. Bonsoir. Et ensuite, Maître Richard Bondo. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, la première question, ça sera celle qui sera adressée à Maître Mandjolo Guillaume. Nous voulons savoir, le COMESA a été créé à la suite du plan d'action des Lagos qui envisageait ou qui envisage toujours de créer la communauté économique africaine. Mais pourquoi fait-on seulement aujourd'hui allusion dans la partie australe et orientale? C'est vrai, c'est Lagos qui a annoncé à la suite, l'UE devait passer à l'Union africaine. Et l'Union africaine, c'est le marché. En fait, nous sommes en train de faire le mimétisme ou de copier les modèles européens qui a fait quasiment le même parcours. On est parti des aspects purement politiques pour passer aux aspects fonctionnels dans le secteur de l'économie. Et alors, le continent a été divisé en piliers, de sorte à ce que chaque pilier doit accomplir un processus, puisqu'on ne pouvait pas faire le marché commun d'ensemble directement. On a pensé qu'il fallait absolument commencer par groupe des pays et finalement pour arriver à la jonction de toutes les sous-régions. Dans ce processus-là, qui se trouvent les COMESA, qui se trouve la SADC, qui se trouve l'EAC, qui se trouve la CEAC, qui se trouvent toutes ces sous-communautés régionales. Donc voilà, maintenant vous parlez du COMESA parce que tout simplement il y a une activité en ce qui concerne le COMESA et que la RDC doit abriter le sommet et doit piloter le COMESA, c'est pour ça qu'on en parle. Mais normalement les activités du COMESA sont journalières au niveau des instances de structures qui travaillent dans le secteur d'intégration régionale. C'est tous les jours, on travaille dans le cadre du COMESA. Et donc pour les publics congolais, malheureusement, il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas de communication dans ce sens-là. Mais c'est l'occasion, à travers le sommet, de permettre à ce que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer justement pendant ces sommets? Parce que le dimanche déjà, devront commencer les préliminaires. Dimanche 16 février. Oui, en fait, les processus sont comme suite. En ce qui concerne les réunions, on a les réunions des hauts fonctionnaires qui commenceront dès demain. C'est-à-dire que les premières réunions concernent les activités en rapport avec l'administration et la finance, qui vont se passer pendant 2 jours, et suivies par intergouvernemental qui concerne les très hauts fonctionnaires, donc c'est-à-dire les secrétaires généraux et tous les hauts fonctionnaires. Et par la suite, on a les forums économiques, qui réunit un certain nombre d'investisseurs de la région COMESA et extérieurs au COMESA, et y compris ceux de la RDC pour le mettre face à face avec leurs partenaires éventuels au niveau international et au niveau de la sous-région. Et vient le Conseil des ministres qui se passera le 23 et le 24. Et, février 2014. Toujours, oui, c'est-à-dire quand on parle du sommet, on parle du 16 au 27. Donc maintenant je vous donne les calendriers des réunions telles qu'elles se tiennent. Donc après, on a la réunion du Conseil des ministres, suivie de la réunion stratégique des ministres des Affaires étrangères qui précède les sommets. Les 25, c'est les jours où on va accueillir les chefs d'État et de gouvernement qui arriveront et on ouvrira les sommets proprement dit, les 26, et on clôturera les 27. Donc c'est ça le programme de toutes ces réunions. Et les COMESA, comme on l'a dit tantôt, c'est un marché commun pour l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Maître Richard Bondo, vous qui voyez la structure au loin, comment jugez-vous l'opportunité déjà de la RDC d'adhérer à cette structure? Parce qu'on en a quand même plusieurs. Merci beaucoup de la question. Je sais que la RDC, comme le disait feu le président Mobutu, a la vocation africaine. Et dernièrement, en 2013, je suivais une intelligence supérieure française, j'ai cité Jacques Attali, sur votre consoeur, le plateau de votre consoeur Alcara, dire que le développement de l'Afrique ne pourrait passer que par le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que nous sommes au centre de l'Afrique. François Fanon avait dit que le Congo avait la forme d'un revolver. Disons, l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est-à-dire le détonateur du développement africain
s'appelle la RDC. Mais il faut un préalable. Le préalable, ce n'est pas d'embrasser tout venant. Le préalable, c'est d'abord de façonner par rapport aux attentes du peuple congolais le développement humain. C'est-à-dire développement humain, pour que toutes ces structures sur-régionales soient bénéfiques au peuple congolais. Il faut que nous ayons des représentants à la hauteur des enjeux dans toutes ces structures. Ce n'est pas du militantisme. La gestion des structures régionales ou sous-régionales est tributaire de l'expertise des gestionnaires ou des responsables. Or, au niveau où nous sommes, si nous n'arrivons pas, nous, en tant que RDC, à être en règle de cotisation dans toutes ces structures, quelles sont les élites congolaises qui pourraient être responsabilisées dans ces structures? Parce que pour que notre voix soit entendue, il faut que nous soyons à même de cotiser, que nous ayons la voix délibérative. Vous savez, il y a, je crois, quelques années, nous n'avions même plus de voix délibérative à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que nous étions incapables de cotiser. Mais, parce que vous ne cotisez pas, qu'est-ce que les Congolais pourraient tirer comme dividende si ils n'ont pas de représentants dignes à la hauteur ou à la mesure des enjeux dans ces structures? Maître Bondo, vous avez dit qu'on devrait prioritairement tabler sur le développement humain. Oui. Mais bon, puisque nous savons, c'est nous qui allons organiser le sommet, je ne pense quand même pas qu'on va donner à la RDC l'opportunité d'organiser le sommet sans être en règle avec les différentes cotisations. Non, je crois que là, pour le COMESA, c'est peut-être on est en règle de cotisation. Mais... Pas peut-être, nous sommes en règle de cotisation. Soit, nous sommes en règle de cotisation. Le sommes-nous vis-à-vis d'autres structures, d'autres institutions internationales ou même régionales? Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, des Congolais très bien placés dans les autres institutions des Nations Unies? Si ça existe, maître. Non. Lorsque vous voyez, par exemple, l'UNESCO, vous voyez la FAO, vous voyez la Banque mondiale, quels sont les responsables, les représentants, même à la Cour pénale internationale? Quels sont les magistrats congolais qui siègent dans ces juridictions internationales, alors que nous avons des magistrats de qualité? Mais parce que lorsqu'on mettait en place la Cour pénale internationale, en dépit du fait que nous avions des candidats magistrats congolais, mais nous étions incapables de contribuer aux frais pour que leur candidature soit retenue. Et aujourd'hui, à la Cour pénale, nous n'avons pas de magistrats congolais, mais alors que nous avons des juristes de qualité dans ce pays qui auraient pu nous représenter aussi à cette Cour pénale internationale. C'est pour cela que je dis, si les décideurs n'ont pas à cœur l'intérêt supérieur du peuple congolais, il est difficile que nous puissions, en dépit de notre participation ou de notre adhésion à toutes ces structures sous-régionales et régionales, si nous n'avons pas à cœur l'intérêt supérieur, la fierté du Congo,
disons, Le prestige Congo. le prestige, voilà l'expression, le prestige du Congo. Nous n'avons pas ça à cœur. Je crois que c'est juste pour dire qu'on est membre, mais sans panache. Mais maître, on va vous contredire parce que simplement, je l'ai dit au début de l'émission, que la capitale RD congolaise qui est Kinshasa va abriter le sommet du COMESA. Ça veut dire que les autorités se battent, ils se coupent en quatre pour rouvrir le pays, faire en sorte que les choses marchent, n'est-ce pas, maître Guillaume Manjolo? Bien entendu, je pense qu'il faut peut-être... on a un déficit de communication. Là, j'insiste, je maintiens cette position-là. Au niveau des instances de l'État, soit on ne communique pas très très bien, soit on communique Soit pas souvent. pas souvent. Surtout, c'est pas souvent. C'est vrai que le confrère a totalement raison quand il dit ça, mais il n'a pas la bonne information. Parce qu'il y a une évolution majeure qui a été opérée par les chefs de l'État et les gouvernements actuels, et déjà les gouvernements précédents, Mouzito 1, Mouzito 2, et par suite les gouvernements Matata. La diplomatie active au sens politique et économique a fait son travail. Si aujourd'hui on peut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays, la diplomatie est quasiment en premier plan, au hit parade de ce qui s'est passé dans ce pays, il y a d'abord la diplomatie. Qui est En termes d'efforts, vous voulez dire? En termes d'efforts, en termes de choses accomplies. Il y a d'abord la diplomatie qui est conduite par les chefs de l'État sur ses instructions, sur ses orientations, appliquées par les gouvernements à travers les ministres Ramo Tshibanda. Qui vous en souviennent que les ministres Ramo Tshibanda a été à la coopération régionale et internationale. À l'époque, on a organisé le sommet de la SADC. Qui vous en souviennent aussi. En 2009, si, en 2009, notamment, aujourd'hui, on voit à travers la force des 3 pays membres de la SADC, qui sont la Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud, qui ont eu un mandat spécial de l'ONU pour participer. C'est un mandat donné à la SADC, mais sous l'ONU pour participer. Parce que nous sommes en règle totale avec cette communauté. C'est un défaut des communications et je les concède. Au niveau de la SADC, la structure est composée comme suite. Vous avez le secrétariat exécutif qui est piloté par une Tanzanienne actuellement. Précédemment, c'était un Mozambicain. Le numéro 2 de la structure, c'est une Congolaise. Elle est congolaise. Elle a fait son mandat de 4 ans. Au niveau du COMESA, les directeurs en charge, là aussi, là c'est un secrétariat général. On a le secrétaire général qui est d'origine zimbabwéenne. On a le numéro 2, c'est une dame qui est d'origine égyptienne. Le numéro 3, qui vient d'arriver d'ailleurs, qui est d'origine kenyane. Et puis il y a des directions. La plus importante direction qui est en charge des programmes est pilotée par un Congolais. La RDC est en règle avec ses contributions au secrétariat général du COMESA, est en règle avec sa quote-part à la Banque de la ZEP, la banque d'investissement dans les secteurs des infrastructures et autres secteurs qui permettent à ce que l'intégration régionale économique soit effective à travers notamment l'argent, une banque qui est d'ailleurs en collaboration avec Exim Bank, qui est membre de cette structure-là, Exim Bank chinoise, la banque chinoise. Et voilà un peu juste pour tracer ce qui se passe normalement en termes du potentiel humain tel que le confrère l'a évoqué tout à l'heure. Il a raison d'en parler parce que les gens ne sont pas au courant. Ce que j'ai dit ici, c'est une nouveauté pour la plupart des gens qui ne sont pas au courant. Mais ce sont les réalités. Et justement, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Il s'agit du COMESA. Nous allons abriter le sommet ici chez nous à Kinshasa. On parle d'un marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Oui. Et qui dit marché, on sous-tend qu'il y a quand même l'offre et la demande. Oui. Il y a un espace où l'on peut d'ailleurs jauger la vraie température sociale de la zone. Qu'est-ce que la RDC apportera dans ces marchés? La RDC est au centre de l'Afrique et la RDC a un potentiel humain extraordinaire et une réserve de matières premières. Et je ne parle pas de matières premières au sens minéral du terme, je parle plutôt du secteur de l'agriculture, voilà, de l'élevage et tout ça. Si vous faites la zone australe et orientale, globalement ce sont des zones arides. Il n'y a rien. Ils travaillent très bien,
Mais ils sont demandeurs d'un certain nombre de produits qui nous banalisons ici. Un exemple simple, prenez la banane plantain. Elle est inexistante ailleurs, elle n'est que chez nous. Mais elle est réclamée. Le manioc, on en a à foison. Les maïs, on peut en faire à foison. Mais tout simplement, il faut s'organiser par rapport à ça. Déjà, en ce qui concerne les commerces lui-même, sur toutes les frontières, parce que nous travaillons là depuis très longtemps, la difficulté, au fait, je vais encore revenir à la communication, parce que nous qui vivons la pratique réelle de ces activités au quotidien, entre les frontières, par rapport aux échanges, nous voyons très bien l'évolution. Mais malheureusement, la population, notamment celle de Kinshasa, qui à Kinshasa ne voit pas ça, ne voit pas ce qui se passe. Pas seulement celle de Kinshasa, même dans l'arrière-pays aussi. L'arrière-pays, ça dépend où vous vous trouvez. Au Bas-Congo, au Bandundu, l'Équateur, la province orientale. Si vous êtes au Bas-Congo, vous savez très bien qu'il y a un commerce intense entre les Bas-Congo et l'Angola. Il y a un commerce intense qu'il faut régulariser, qu'il faut réguler, qu'il faut normaliser. Les commerces existent. On a vu dernièrement le marché de Lufu, où il se passe énormément des choses par rapport à ça, mais tout simplement, ces choses ne sont pas réglementées ni normalisées. Vous prenez toute la frontière des Bandundu à partir de Kayemba, vous passez par Chikapa, vous descendez par Luisa, atteindre Kapanga et tout ça, il y a une activité intense entre l'Angola et la RDC. Vous descendez dans les Katanga, à Kasumbalesa et toute cette partie-là, il y a une activité intense entre la Zambie et la RDC. Vous remontez vers au niveau de la frontière entre la Tanzanie et la RDC, idem, Rwanda, Burundi, Ouganda, idem, il y a une activité intense qui est en partie réglementée par les petits commerces dans la région. Ça se fait déjà. Mais simplement, on a une vision très capitale, très Kinshasa, où on ne formalise que ce qu'on voit par rapport à Kinshasa. Ce n'est pas la réalité de la RDC. Les 70 millions d'habitants de la RDC ne vivent pas à Kinshasa. Et ceux qui vivent à Kinshasa, il y a un minimum qui est au contact des réalités spécifiquement étrangères au sens africain du terme. Mais les autres, comment dirais-je, populations de la République sont en contact permanent avec le monde extérieur parce que c'est leur environnement immédiat. On ne peut pas faire autrement. On a 9 frontières. Croyez-vous sincèrement que sur les 9 frontières, les gens ne vivent pas avec leurs voisins des pays d'en face au motif qu'il faut attendre que Kinshasa puisse décider? Mais non, c'est pas ça. C'est pas la vérité. Mais maintenant, comment formaliser tous ces mécanismes-là, tous ces systèmes-là, tous ces commerces-là, tous ces échanges-là, comment les formaliser? C'est ça la question aujourd'hui. Et la question sera débattue certainement lors du sommet qui se tiendra à Kinshasa du 26 au 27 février 2014. C'est cela. Bien entendu, mais tout simplement, ce qu'il faut rappeler, je m'arrête là avant une autre question, c'est que ces choses existent. Les programmes du COMESA existent avec tout ça qu'on pris en charge en ce qui concerne les petits commerces, en ce qui concerne les commerces les plus importants, en ce qui concerne les infrastructures. Il y a un certain nombre de programmes qui sont fonctionnels aujourd'hui. En ce qui concerne la douane, il y a énormément de programmes qui sont déjà en mouvement, mais tout simplement, si on ne communique pas, les gens ne seront pas au courant. Les gens auront toujours des idées préconçues. J'ai la chance aujourd'hui de voir des profs d'université qui viennent me voir, qui donnent cours, et quand je vois les cours qu'ils donnent, ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc je dois leur donner de la nouvelle matière. Parce que pour qu'ils actualisent les enseignements. C'est évolutif en permanence. Exactement. Alors, Maître Charbondo, nous sommes au centre. Et Frantz Fanon a été fantastique dans ce qu'il a énoncé. C'est nous qui avons la gâchette. Qu'attendons-nous? Que devra-t-on faire pour faire avancer les choses? Parce que notamment, il y a des activités autour de nous, dans les 9 pays limitrophes. Mais est-ce que nous avions déjà su capitaliser ça pour que nous ayons aussi un mot à dire lors de ce sommet, par exemple? Comment faire? Vous savez, lorsque je suis Guillaume, qui est le représentant du gouvernement sur ce plateau, le Congolais moyen peut croire que tout est rose. Mais parce qu'il s'agit de commerce, avec le COMESA là, lui qui est aux affaires étrangères, est-il au courant que entre Uvira et Bujumbura, dans la partie le Congolais, lui, pour aller au Burundi, il doit se prémunir d'un passeport. Le nôtre. Alors que le Burundais peut traverser juste avec un jeton qui renseigne qu'il est burundais. Où est la réciprocité? Parce que tout est rose avec le gouvernement ici. La diplomatie a réussi. Politique, économique. Il dit qu'il y a évolution. Pas réussir tout à fait à aller sur toute la ligne. Vous savez, il y a eu évolution, a-t-il dit. Vous savez, allez-y. moi qui
nous qui avons été formés à l'école maximaliste de Karl Deutsch avec le professeur Sidianski et le professeur Melkia Diad, nous, en fait d'intégration régionale, il y a un prérequis fonctionnel qu'on appelle la sécurité. Est-ce que nous sommes en sécurité, nous le Congo? Mais il faut se rencontrer justement pour parler et puis voir dans quelle mesure imposer ou instaurer cette sécurité entre nous aussi. Vous savez combien de réunions et d'accords de paix nous avons conclus avec le Rwanda, avec l'Ouganda, et que jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard que entre fin janvier et début février, là, il y a 70 morts congolais dans nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un déficit. Il y a carence de sécurité. Le Congolais ne pourra être bénéficiaire de la zone de libre-échange, même de l'union douanière, dans toute notre sous-région, que si d'abord la sécurité, donc le prérequis politique fonctionnel qu'on appelle la sécurité, lui est assuré. Mais par qui? Par le gouvernement. Parce que le problème que nous avons... s'il vous plaît, les FARDC ont caracolé quand même. Ils ont pu chasser les M23, ils ont pu reprendre toutes les localités de Béni, dans le Grand Nord, vous savez, etc. C'est toujours rien. Guillaume vous a parlé de Kahemba. Vous a parlé de notre province du Bas-Congo, qui est en commerce régulier avec l'Angola. Mais qui profite de notre pétrole sur le littoral? Qui profite? C'est pour cela que nous disons, la diplomatie n'est pas faite pour les dirigeants. La diplomatie, elle est faite pour l'intérêt de la République. C'est à travers cette République, nous le peuple. Nous devons, quels sont les dividendes engrangés par le peuple congolais lorsque nous savons que le pétrole, dans le budget ici, que représente notre pétrole, dans le budget voté de 7 à 8 milliards. Là. Maître, moi j'ai Mais sans argent, nous ne pouvons rien, mon cher ami. Lorsque nous avons des voisins qui nous pillent et nous sommes incapables de riposter, l'affaire de l'Angola, là. Comment dites-vous que nous sommes incapables de riposter? L'Angola nous pompe pas moins de 15 milliards, je crois, 15 milliards l'an. Mais l'Angola ne nous interdit pas d'exploiter le pétrole. Là, ça serait un autre sujet. Moi, j'ai participé à plusieurs débats au niveau du Parlement, notamment, maître. Mon cher ami, je crois que vous êtes Congolais. Je le suis, à part entière. Mais lorsque le gouvernement ne nous permet pas de jouir de nos richesses, nous sommes la gâchette africaine, mais il faut aussi que cette Afrique sache que pour que cette gâchette soit bien maniée, tout doit être... il faut que celui qui le manie soit apte à le faire. Soit apte et avant tout lui-même sécurisé. D'accord. Mais maître Guillaume Manjolo, comment réagissez-vous à ceux qui pensent comme Bondo Richard que le Congo a plus donné, mais elle-même ne reçoit rien, et puis elle fait du surplace, parce que chez les autres, elle ne peut rien obtenir? Chez les autres, il y a les progrès. Monsieur Bondo est très pessimiste et je comprends très bien. Il incarne un peu une sorte de révolte qu'on rencontre à travers la société congolaise, tout à fait normal. Et j'ai dit c'est suite à un déficit d'information d'abord dans un premier temps. Parce que bon, globalement, ce qu'il est en train de dire, c'est très bien lorsqu'on est en dehors de tous les mécanismes d'information, lorsqu'on est en dehors de tous les processus de compréhension de ce qui se passe à travers le monde, on peut dire ça. Mais lorsqu'on a compris comment le monde a évolué depuis plusieurs années, entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France et tout ça, les guerres, c'est pas comme les guerres étaient chez nous ici. C'est encore pire. À l'époque de l'Alsace et la Lorraine, entre la France et la... On parle de la guerre des 100 ans, on continue, on évolue jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des tensions terribles, des morts à foison.
cette partie de l'Europe-là, pendant très très longtemps. Ils ont compris que la solution était l'intégration régionale. Pour pouvoir taire tout ça, si on arrive à faire une économie commune, on va taire nos différends. Et puis vivre en paix pour fructifier ce que nous avons comme richesse. Moi j'ai eu l'opportunité, je ne fais pas de citation, ce n'est pas nécessaire, j'ai eu l'opportunité de voir naître, de voir l'évolution de la CE et puis UE. J'ai vécu ça, donc j'ai été formé à cette école-là. J'ai vu comment est-ce que l'intégration régionale a été organisée et structurée au niveau de l'Europe. Et j'ai passé toute mon enfance à vivre un peu comment fonctionnaient les Troisième Reich, la République de Weimar et tout ça, la France, du 18e, 19e et tout ça. J'ai vu comment... Et l'Angleterre. Donc l'évolution de ces périmètres du vieux continent a été très conflictuelle. Très, très conflictuelle pendant des siècles. On n'invente rien. Il y a rien. Lorsque les gens sont face à face dans un périmètre quelconque et tout ça, il y a toujours ces appétits à vouloir aller chez l'autre, puiser ainsi de suite. Tout ça. L'hégémonie, oui. Ça existe. On ne va pas faire comme si ça n'a jamais existé. La RDC est la première victime de cette situation. Ça serait faux. Donc pour vous, si on comprend bien, oui, l'intégration peut nous aider. Oui, voyez-vous, je laisse le temps qu'on parle, qu'on dise tout. J'interromps jamais, par principe. On dira c'est peut-être une façon diplomatique d'approcher les choses, une façon peut-être... Non, c'est ma façon de pouvoir débattre. Donc je laisse qu'on sorte tous les arguments, et puis on commence maintenant à les évaluer par la grille de lecture tout à fait différente, en les opposant à la réalité qui est substantielle, là. La Chine et le Japon pendant très longtemps, et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. On peut citer plein d'exemples à travers le monde. Mais voilà, comment on fait pour trouver des solutions? Après avoir fait la critique en disant, voilà, c'est mauvais, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on a un problème de sécurité, d'accord. Comment on les résout, ces problèmes de sécurité? C'est ce qui est essentiel, oui. C'est plus complexe que ça. Ce n'est pas la baguette magique, les Congolais se lèvent au matin en disant, voilà, nous allons faire la sécurité, ça va se passer comme ça. Non. Vous ne la faites pas seul, vous faites avec les autres. Vous avez besoin du matériel, vous avez besoin de la formation, vous avez besoin de l'organisation. Et ça, vous devez être accompagné par d'autres structures qui existent déjà, qui ont déjà eu ça. Les Européens ont fait appel aux Américains pour pouvoir les soutenir, structurer leurs bases, faire l'OTAN, pour pouvoir permettre de pouvoir se restructurer et fonctionner. Ça fonctionne aujourd'hui. Et la RDC aurait honte à pouvoir s'approcher de l'Afrique du Sud pour pouvoir organiser son armée notamment, s'approcher de la Chine, s'approcher des Belges pour pouvoir organiser son armée, et qu'ils font un certain temps. Nous sommes partis d'une dictature qui a duré 32 ans, on a tout démonté, c'est-à-dire que c'était basé sur, en fait la structure mobusienne était basée sur ce qui a été fait par les Belges, qui, en partant en déliquescence, n'avaient pas encore de soubassement pour pouvoir se réformer. Et finalement, on a tout délité, on arrive dans les années 80, il n'y a plus rien. Donc tout était à refaire. Lorsque l'AFDEL arrive, que le nouveau régime commence à se mettre en place, on a tout à reconstruire. L'État, la conception même de l'État est à refaire. Parce que l'État colonial, dirigé par une seule personne à un moment donné pendant 32 ans, avec une conception, des mentalités complètement tordues, il faut refaire tout ça. Et dans tous les secteurs d'activité. On ne va pas parler seulement de la sécurité, on va parler de l'éducation. M. Baudelaire sait que s'il doit comparer aujourd'hui les vieilles personnes qui ont été à l'école des années 70, des années 80, donc des années 70 plutôt, et des années 60, avec les jeunes d'aujourd'hui qui ont des grands diplômes, mais ils ne sont pas équivalents, rien à voir. On prend les secteurs hospitaliers, on prend même la structure familiale elle-même, comment est-ce qu'elle a complètement périclité. Tout ça sont les réalités de la vie. Alors comment on fait? Parce que là, on attaque sur le problème de la sécurité parce qu'on est dans un secteur très sensible, et c'est utile. Mais néanmoins, s'il faut revenir aux autres paramètres, on aura les mêmes problèmes. Maintenant, situons-nous sur les faits de la sécurité stricto sensu. Les besoins de sécuriser des espaces comme les nôtres appellent une autre démarche. L'intégration régionale. Oui. La même démarche qui a été opérée au niveau de l'Europe, c'est celle-là qui est la meilleure aujourd'hui. C'est l'approche que nous avons maintenant avec le COMESA. Bien entendu. Comment voulez-vous faire la guerre? Prenons un exemple simple. Un investisseur chinois, américain, vient, il investit dans Ruzizi 3 ou 4 pour l'électricité. Cette électricité est distribuée à travers le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC. Et en même temps, on met des usines de part et d'autre pour produire. D'un côté, on peut faire du fromage à Goma pour envoyer ailleurs, tout ça. Chez eux, ils font autre chose. Qui va vouloir faire la guerre au lieu de gagner de l'argent proprement? Quand on a un intérêt commun à partager, c'est difficile. On aura toujours des intérêts communs à partager avec ces gens-là. Il y a des problèmes entre eux et nous. Lorsqu'il a failli plutôt attraire l'Ouganda et le Rwanda devant la Cour pénale, la Cour de justice, internationale de justice, on l'a fait. Malheureusement pour les Rwandais, il n'est pas parti à cette cour, donc c'était un peu à part, mais
L'Ouganda a été jugé et condamné. Mais non, la suite pour pouvoir mettre ça, de produire les effets, c'est autre chose. Mais c'est pour dire tout simplement que on n'a pas les choix, on vivra avec ces gens-là. Tant que le monde vivra, la RDC sera entourée de 9 pays. On n'aura pas le choix. Et alors, là, le seul choix qu'on a aujourd'hui, pour que la sécurité puisse voir, se consolider, et qu'on ne parle plus de la sécurité, tout comme en Europe, où il y a eu des dizaines et dizaines de millions de morts directs. Pas comme on peut dire aujourd'hui, et on doit déplorer ça tout par ailleurs, on a des génocides en RDC, bien entendu, on a des morts en RDC, bien entendu, mais lorsque vous avez des guerres de 100 ans, vous avez des guerres de 4 ans, vous avez des guerres de 5 ans, et la récurrence fait que c'est difficile de pouvoir travailler. Alors on se dit, tiens, maintenant autour d'une table. Les Allemands et les Français se sont mis autour d'une table. Il y avait des morts qui étaient encore là, encore chauds. Parlons, signons, évoluons, faisons autre chose. Et ils ont évolué. Et ils ont évolué. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la politique européenne, c'est d'abord l'Allemagne et la France. Et personne d'autre. D'abord l'Allemagne et la France. C'est eux qui sont devenus la locomotive principale de l'Union européenne. Et vous croyez qu'on peut faire de même chez nous pour avancer et avoir la paix, la RDC, progresser? Tout le monde a besoin de la RDC. Tout le monde a besoin de la RDC. Nous recelons aujourd'hui un potentiel de 100 000 mégawatts qui est nécessaire.